Soyez les bienvenus dans ce nouveau programme du débat sur l'intelligent TV. Ce vendredi 15 novembre 2024, la Côte d'Ivoire célèbre une fois de plus la journée nationale de la paix. Cet événement se tient dans un contexte sociopolitique marqué par les préparatifs de l'élection présidentielle d'octobre 2025. C'est l'occasion de s'interroger sur l'état de la paix en Côte d'Ivoire à 11 mois de cette échéance très importante, d'où ce thème présidentiel 2025. La Côte d'Ivoire est-elle prête pour un scrutin pacifique? Pour en débattre, nous recevons sur ce plateau deux invités, Maître Zéori Bertin-Paul Arnaud, il est vice-président du PDC. Maître, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de l'invitation. Vous êtes sur ce plateau en compagnie de Lansina Karamoko. Il est membre du bureau politique du RHDP. Monsieur Lansina, bonsoir. Bonsoir Khalil. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Heureux d'être là. Merci à tous les deux, encore une fois de plus, de votre présence sur ce plateau pour qu'ensemble nous puissions débattre sur ce thème. Mais déjà pour commencer, une question à tous les deux. Quel commentaire vous inspire ce débat, Maître? Bonsoir Khalil, bonsoir honorable, merci de l'invitation. Ce débat m'inspire un commentaire positif. Nous sommes là pour parler de la paix en Côte d'Ivoire et ce n'est pas rien. La paix en Côte d'Ivoire est la première culture. Par conséquent, à la veille de la journée nationale de la paix, il est important que nous célébrions à travers nos pensées et nos mots la paix, et c'est une bonne chose ce débat. Nansina. Oui, je vais dans le même sens que mon frère. Oufou Bonnier a l'habitude de dire que la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Il allait même plus loin pour dire que la paix, c'est la religion de tous les Ivoiriens. Alors donc, fort de cela, nous devons tout faire pour préserver cette paix qui est une culture, qui est une religion pour nous, qui est une boussole pour nous, parce que nous savons que la paix est le préalable à tout. Donc à la veille, n'est-ce pas, de cette journée du 15 novembre qui consacre la paix, alors c'est tout à fait bien indiqué et nous sommes heureux d'être sur ce plateau pour en parler. Alors vous êtes tous d'accord que nous devons tout faire pour préserver un climat de paix ici en Côte d'Ivoire, à l'approche de l'élection présidentielle de 2025. Mais voyons ensemble si la situation socio-politique le démontre exactement, pour dire que nous allons parler de l'état des lieux de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire. Maître, si vous devez dresser, sinon décrire l'état des lieux de la situation socio-politique, ça serait quoi pour vous? L'état des lieux de la paix en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est un constat inachevé. Bien sûr, la Côte d'Ivoire montre des signes de tranquillité et de sécurité à tout point de vue, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, du moins dans les années troubles que les Ivoiriens ont vécu. On peut donc penser qu'il y a un retour à une accalmie, une paix, mais encore une fois, cette paix est très précaire. Elle est précaire et c'est un sujet d'inquiétude. Voilà pourquoi, à la veille de la Journée nationale de la paix, il est important que les élites s'interrogent. Et vous avez raison. On ne peut pas véritablement favoriser un climat de paix à la veille d'une élection présidentielle aussi sensible que celle d'octobre 2025 et continuer avec un débat comme celui que nous tenons actuellement sur la CEI.
la commission électorale indépendante. Il y a des réformes de cette institution qui sont demandées, auxquelles il serait important que cette commission électorale accède. Parce qu'il s'agit avant tout d'une commission électorale indépendante. Fort de son indépendance préétablie, il serait bien que la CEI accepte de faire sa mue et que les pouvoirs publics retirent le poids massif de l'exécutif en place sur la CEI qui contribue à déséquilibrer le jeu électoral à venir. Ce climat installe dans l'esprit des Ivoiriens un trouble évident et vient chasser donc ce petit espoir de paix que nous vivons. Oui, si guerre, trouble, il y a eu en Côte d'Ivoire, c'était justement au sujet d'élections, pendant les élections, avant les élections, au sortir des élections. Donc vous dressez là un état des lieux chaotique. C'est donc un état des lieux non pas chaotique, j'ai dit, mais réaliste. Si les conditions actuelles dans lesquelles les élections de 2025 sont en train de se préparer demeurent, nous avons fort à craindre que la paix ne soit. D'accord. Alors, Lassina, oui. Quelle est votre appréhension lorsqu'on vous parle de l'état des lieux de la paix en Côte d'Ivoire? Mon appréhension est peut-être différente de celle de mon co-débatteur maître, mon frère. Et je n'ai pas envie de lier, n'est-ce pas, la paix dans notre pays à une élection. Parce que l'élection, c'est un jour. C'est vrai que ça peut engendrer des troubles. Mais en parlant de l'état des lieux, je voudrais plutôt ressortir quelques éléments qui devraient pouvoir nous édifier. L'environnement politique est stable et puis calme depuis 2020. Il n'y a pas de troubles majeurs depuis les élections de 2020. Les Ivoiriens, sur le plan politique, vivent assez tranquillement. Je l'ai dit, les partis politiques ont décidé, n'est-ce pas, de tourner dos à tout ce qui peut engendrer ou bien susciter la violence. Les organisations syndicales même sont de plus en plus tournées vers le dialogue constructif. La dernière en date, c'est les agents des collectivités territoriales qui voulaient rentrer en grève. Ils ont été reçus par le ministre de l'Intérieur, ils ont discuté, ils ont mis de côté cette grève, ils ont suspendu le mot d'ordre de grève, ils ont repris le travail. Ensuite, les écoles et les universités qui, jadis, étaient en proie, n'est-ce pas, à la violence, ce secteur-là a été pacifié avec une décision forte du gouvernement. Sur le plan sécurité intérieure, la Côte d'Ivoire, grâce à Dieu, a pu contenir les incursions djihadistes. Sur le plan économique, le pays se porte bien. Les remous sociaux ont pratiquement fait place à l'espoir, même s'il y a encore beaucoup à faire dans ce sens. Et puis les Ivoiriens vivant ici en Côte d'Ivoire vont et reviennent tranquillement. Donc, alors, cet environnement pacifique. C'est un environnement pacifique. Selon vous, cet environnement pacifique s'explique par quoi? S'explique par une certaine majorité, une certaine maturité de nos populations. Alors, venir remettre tout ça en cause et lier tout ça à une élection, ça fait que nous, les hommes politiques, parfois, on n'est pas de bonne foi. Parce que pour des intérêts partisans, on veut botter en touche tout ce que le peuple a donné pour construire cet environnement de paix depuis 2020. Que dites-vous de ceux qui pensent que s'il y a un environnement politique pacifique, cela est du fait de l'attitude républicaine de l'opposition? Mais c'est ce que j'ai dit. Je prends l'exemple du PDC, j'ai l'habitude de le dire, le président Thiam qui rentre d'un séjour d'environ 1 mois de l'étranger, et dès qu'il arrive, la première des choses qui sort de sa bouche,
je prendrai désormais mes distances vis-à-vis de tous ceux qui peuvent susciter ou engendrer la violence dans mon pays. Donc il y a une certaine maturité qui se dégage. Faisons tout pour entretenir tout cela dans un esprit de dialogue, parce qu'on l'a dit, le dialogue c'est l'arme des forts. Il faut se retrouver, il faut éviter de menacer, il faut éviter de faire des chantages pour qu'on puisse préserver au moins ce qui apparaît comme une situation calme. D'accord. Alors, maître, est-ce que vous avez constaté cette attitude républicaine de l'opposition au moment où le RHDP, on va dire le RDA, était à l'opposition, c'est-à-dire avant son avènement au pouvoir? Vous me donnez là l'occasion de saluer le président du PDC-RDA, son Excellence le ministre Cheikh Tidiane Thiam, précédemment directeur général du Crédit Suisse, un personnage que mon contradicteur vient on va dire, nommer comme étant un artisan de paix. Mais M. Thiam n'est pas un artisan de paix par hasard. Il est le produit même de la paix, tel que Félix Houphouët-Boigny l'a conçu et administré dans ce pays. Il n'est donc pas surprenant que le président du PDC-RDA, mon patron, soit du côté de ceux qui encouragent la paix et tournent le dos à la violence. C'est un principe sacro-saint au PDC-RDA. Quant au tableau idyllique que M. Lansina, mon frère, vient de présenter, nous sommes habitués dans ce pays à ce tableau au quotidien. Mais lui dire que nous reconnaissons qu'il y a une paix de façade. Vous estimez que... Et que la réalité est beaucoup plus dure que ça. Il a dit... Et que nous pensons... Est-ce que vous êtes d'accord avec lui que depuis quelque temps, on n'assiste pas à de troubles sociaux, politiques, on n'assiste pas à de soulèvements populaires? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces faits qu'il a notés? J'ai résumé tout ça, monsieur le journaliste, de façade. Je ne vais pas en dire plus. Je dis simplement que nous n'avons pas dit que nous ne voyons pas cette paix de façade. Nous disons simplement que si les conditions pour aller aux élections en 2025 ne s'améliorent pas de l'état où elles sont actuellement, il y a des risques que cela dérange la paix des Ivoiriens. Il estime qu'il ne faut pas lier la paix en Côte d'Ivoire à l'élection présidentielle, parce que l'élection présidentielle, c'est en une seule journée. Qui a troublé la paix en Côte d'Ivoire, si ce n'est les élections présidentielles? Ne pas lier la paix en Côte d'Ivoire avec la période électorale, notamment présidentielle, c'est une erreur d'analyse et une capacité à nier la réalité de la part de mon contradicteur. Nous sommes obligés de faire le lien et nous ne disons pas que nous y sommes déjà. Nous disons que si on doit aller en 2025 dans les conditions actuelles de la CEI, toutes les demandes qui lui sont adressées pour notamment expurger la liste électorale de tous les défauts, de notamment faire en sorte que la liste électorale soit crédible, pure, laisser le temps aux Ivoiriens de s'immatriculer, leur permettre d'avoir des papiers pour s'inscrire sur la liste électorale, retirer des personnes à qui on attribue par exemple plusieurs paternités, plusieurs maternités, ne pas laisser figurer sur cette liste des personnes qui sont censées mortes, faire en sorte que cette liste électorale, elle prenne en compte chaque Ivoirien qui a l'âge de voter. Ce n'est pas dire à quelqu'un que la paix en Côte d'Ivoire est troublée, c'est dire
Faisons en sorte d'y arriver. J'ai vu hier que, par exemple, un parti politique du sérail de l'opposition est allé rencontrer le président de la CEI pour débattre de toutes ces questions et notamment demander une participation inclusive. Pour vous, c'est une avancée? Pour moi, c'est une avancée déjà de discuter, de pouvoir discuter. Encore une fois, nous comptons sur le pouvoir du dialogue, qui est la source même de la démocratie ivoirienne, pour pouvoir arriver à résorber toutes ces difficultés. Donc, que M. Lassiné commence déjà à nier ces choses en dressant un tableau, j'allais dire, idyllique, sans limite, ça m'inquiète. Et ça dénote d'un défaut d'humilité de ce genre de personnes qui tiennent ce type de raisonnement. Donc ça m'inquiète. Pour vous, le processus électoral en cours en Côte d'Ivoire ne vous inspire pas confiance. C'est ce qu'on peut, voilà un peu comment on peut résumer votre pensée. Le processus est loin d'être parfait. D'accord. La perfection n'est pas de ce monde. Mais il y a au moins la loi électorale et les critères minimaux qu'il faudrait respecter. D'accord. Lassina? Oui. Moi, là-dessus, j'ai souri un peu quand j'entends mon co-débatteur. Il dit une chose et son contraire. Qu'est-ce qu'il dit et puis après il dit le contraire? Expliquez-nous. C'est la paix. Jamais sorti des entrailles de la paix. Ce qu'il fait, c'est la paix. Ce qu'il dit, c'est la paix. Il a complètement tourné la vie. Mais lui, il menace. Il menace. Il menace. Maître. Parce que quand il dit si, il n'y a pas ceci, si, il n'y a pas ça, si, il n'y a pas ça, si, il n'y a pas ça, je crains fort qu'il y ait des troubles. Bon, ça là, je pense qu'il faut plutôt s'apaisantir, il faut plutôt s'attarder sur la demande d'ouverture du dialogue entre les acteurs afin de regarder de très près ce qui pourrait être les préoccupations des uns et des autres. Sur le langage, je suis d'accord. Mais on ne fait pas du chantage. Parce qu'il faut éviter de prendre les populations en otage. Moi, je vis dans la population. Quand bien même on a la possibilité d'être avec vous ici à la Riviera, etc., moi, je vis dans la masse. Dans cette masse, il y a tous les partis politiques. Il y a toutes les régions, il y a toutes les ethnies. Mais je vous assure que c'est la grande entente, c'est la cohésion. Il y a tout que nous faisons ensemble. Et on évite même, entre nous, dans les grands rassemblements de fraternité, on évite même de parler de politique. On se dit qu'il faut se mettre au-dessus de tous ces acteurs politiques qui, pour leur intérêt partisan, sont prêts à aller chauffer à blanc les populations pour les dresser les uns contre les autres. Il faut donner une leçon aux acteurs politiques. Voilà des choses qu'on dit là-bas. Parce que quand moi je suis dans ce peuple-là, je ne suis pas perçu comme un acteur politique, je suis perçu comme un élément de la population avec lequel il faut causer. Mais peut-être qu'il y a une autre ouverture parce que j'ai fait de la politique. Mais à l'approche des élections, c'est tout cela que nous voulons chauffer à blanc. Bon, c'est déjà des propos sur un plateau de télévision. Nous sommes regardés par des millions de personnes, même au-delà, même à l'étranger. Quand on présente un tableau aussi sombre de la Côte d'Ivoire, on finit par inquiéter nos parents qui sont à l'extérieur, mais nous qui sommes sur le terrain. Parce que quand ça chauffe là, ceux qui parlent comme ça là, ils sont dans les... C'est nous qui sommes dans la populace. Ils sont à l'abri de tout. C'est nous qui sommes dans la populace, c'est nous qui prenons le coup, c'est nous qui souffrons. Alors donc, il faut... Je crois que les Ivoiriens ne sont plus dupes. Hein. Les populations ont compris que quelque part, elles sont manipulées par les hommes politiques. Et les populations ne sont plus prêtes à suivre. Alors, mais est-ce que, pour vous, vrai ou faux, dit que oui. Nous assistons à une paix de façade en Côte d'Ivoire, c'est de la manipulation? Non, c'est pas vrai. Il y a une véritable paix en Côte d'Ivoire. Parce que déjà, même le fait de venir ici, de dire ce que nous avons envie de dire en toute liberté, et puis ressortir d'ici, prendre nos voitures, rentrer tranquillement chez nous à la maison, parfois à 23h, parfois à minuit, parfois à 1h du matin, souvent en pleine journée. Mais s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la tranquillité, il fut un moment où on ne peut pas sortir de chez soi à 10h pour circuler dans la rue. Mais au jour d'aujourd'hui, mais quand même, il ne faut pas que nous soyons amnésiques. On est parti de quelque part pour être là où nous sommes aujourd'hui. Il faut applaudir. Ce n'est pas une paix de façade. Il faut saluer à juste titre, n'est-ce pas, les efforts des gouvernants.
On a eu des incursions djihadistes ici à Bassam. Quand ils sont venus là, est-ce qu'ils ont cherché parti politique? Quand ils sont tombés à Bassam, ils n'ont pas cherché qui est de tel ou tel parti. C'était des incursions djihadistes. Mais quand le gouvernement fait l'effort pour que tout cela puisse s'arrêter, que nos frontières soient sécurisées, et que les transporteurs, les commerçants puissent vaquer, les investisseurs arrivent à grands pas et s'installent en Côte d'Ivoire. Mais dire qu'il n'y a pas un environnement de paix, je suis désolé. Il y a une vraie paix qui est là, qu'il faut encadrer, qu'il faut même consolider. avec la CEI qui suscite La beaucoup question de la CEI d'interrogations. est une question politique, purement politique. Et les acteurs politiques, retrouvons-nous, nous allons en discuter. Ne contaminons pas nos populations avec nos humeurs. Vous parlez de retrouvons-nous pour en discuter, vous Oui. parlez de l'ouverture du dialogue Oui. autour de ce processus. Oui. On a récemment vu un courrier Oui. du ministère de l'Intérieur qui Oui. répondait à la demande d'ouverture du dialogue exprimée par la présidente de MGC, Mme Simone Gbagbo. Oui. Le courrier n'a pas présenté un gouvernement réceptif à cette demande. Est-ce que... Non, c'est-à-dire, il ne faut pas confondre les choses. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas à l'opposition d'imprimer le rythme du travail du gouvernement. Le gouvernement, ce cadre permanent de dialogue que nous avons maintenant là, a commencé en 2012. À Grand Bassam, moi j'ai eu la chance de participer à la première édition, c'est en tout cas au fondement de ce dialogue. Seul le FPI, enfin je vais dire le GOR de Laurent Gbagbo, en son temps, a refusé de prendre part à ce dialogue, mais ils ont pris le train en marche plus tard. Et c'est ce dialogue qui s'est bien passé avec Aoussou Jano, qui était en son temps Premier ministre, et c'est parce que ce dialogue-là s'est très bien passé à Bassam. On a fait sur 3 jours que ça s'est bien passé, qu'on a dit qu'il faut peut-être instituer, et c'est devenu le CPD, le cadre permanent du dialogue. Et chaque année, ça s'est fait. C'est vrai que depuis 1 an et demi, concentré sur d'autres priorités, ce dialogue n'est pas encore ouvert, mais juste, je pense, honnêtement, parce que le président l'a dit, après la période d'achèvement, n'est-ce pas, de tout le processus en ce qui concerne les inscriptions des uns et des autres sur la liste électorale, c'est un dialogue qui va reprendre. Tout le monde le sait, d'ailleurs les acteurs s'apprêtent à cela. D'accord. Alors, maître, vous parliez à l'instant de réformes formulées auprès de la CEI par certains acteurs politiques, comme quoi il y a des choses qu'il faut revoir au sein de cette institution électorale. Alors, quel ajustement supplémentaire recommandez-vous pour renforcer la confiance des électeurs vis-à-vis de cette CEI? Merci à vous. Je pense que les partis politiques majeurs de ce pays ont pris le temps de réunir leurs experts en matière électorale et ont adressé, si vous voulez, des requêtes de modification, de correction, de mise à jour à la CEI. Et le PDCI, mon parti politique, est également sur cette liste. Monsieur Lancinet ne traite pas la question que vous lui posez à chaque fois. Vous voyez vous-même, il passe son temps à nous faire un peu un récit comme si on était des enfants. Personne n'a dit à monsieur Lancinet qu'à Cocody, il y avait des tirs à gauche à droite, à Bobo, il y avait des tirs à gauche à droite, à Divo, il y a du harcèlement à gauche à droite. Personne n'a dit ça à M. Lancinet. On vous a dit, monsieur, qu'il y a, bien ce que j'ai dit. Qu'il y a vous voulez que un risque, vous dites complètement le contraire de ce que j'ai dit. Est-ce que vous pouvez me permettre de dire ce que j'ai dit? Qu'il y a un risque de perturber la paix qui est le fondement de notre République. Et nous souhaitons que le dialogue, le risque, c'est quoi? Qui est l'arme du PDCRDA, que ce dialogue qui est engagé auprès des acteurs politiques, notamment dans le cadre des élections de 2025, que ce dialogue se poursuive. J'espère qu'il n'est pas tard
pour que ce dialogue ait lieu. Nous sommes à 1 an des élections, cher monsieur. Allez jusqu'au bout de Nous votre venons pensée. de voir. S'il n'y a pas ce dialogue, qu'est-ce qui va se passer? Mais monsieur, pourquoi vous voulez que je menace? C'est vous qui menacez. C'est vous qui le dites. Je ne comprends. Vous n'achevez jamais, vous n'allez pas jusqu'au bout de votre pensée. Ah bah, Moi, j'ai dit qu'il va y avoir un dialogue. Je vous ai dit que c'est un processus et que nous avons commencé et nous sommes arrivés à une étape. Ce qui a déjà été fait, il faut l'apprécier à sa juste valeur. Mais ne donnez pas l'impression que ce qui est fait, notamment en ce qui concerne la tranquillité des Ivoiriens, la paix, et que c'est une paix de façade. Mais c'est méchant de le dire. Nous apprécions. C'est méchant de le dire. Nous apprécions. Maintenant, il arrive. Maintenant, vous n'allez pas nous faire dire ce que vous avez envie de dire. Il faut éviter de manipuler la population comme si la population en Côte d'Ivoire devrait. Alors laissez la population apprécier. Il arrive. C'est pourquoi j'ai dit il faut éviter de laisser. C'est-à-dire, chaque année, pour des questions électorales, on ne va pas embraser le pays avec des propos comme ça. Mais est-ce que l'élection, comme il a dit, ce n'est pas quelque chose de fondamental? Puisque je le sais, mais ça dépend. Vous savez, responsable ce qui a brûlé le Rwanda, c'est dans un studio de radio. Bon, écoutez, monsieur le journaliste. Non. Moi, à cette allure, laissez-moi finir de parler. Je vais suspendre le débat. Non, vous n'allez pas suspendre le débat. Non, parce que s'il vous plaît. Des propos comme ceux-là, je ne veux pas être témoin de ça. Je n'ai jamais dit ça. J'ai juste demandé, OK, qu'il y ait un dialogue et qu'on favorise la paix, notamment dans le cadre des élections à venir. Il faut que la CEI accepte des réformes. Alors, si monsieur commence à développer des microbes, je me lève, je parle. Non. Qu'est-ce qu'on appelle microbes? On ne va pas en arriver là quand même. On débat. Quand on vient sur un plateau de télévision, on accepte la contradiction. Non, monsieur, vous avez dit, s'il vous plaît, la Côte d'Ivoire est un pays, responsable, est un pays civilisé. Alors vos propos du Rwanda ou de ceci, cela, s'il vous plaît, en tenez-vous aux questions qui vous sont posées et ça ne passera pas avec vous. Vous me faites un procès d'intention. Bon, messieurs, il me fait un procès d'intention que je refuse. J'ai dit, il a dit de façon très claire, s'il n'y a pas ceci ou cela, il y a risque de trouble. De quel trouble il parle? Mais j'ai dit... De quel trouble il parle? Quand il dit que si ceci ou cela n'est pas fait, les troubles risquent d'arriver. De quel trouble il parle? Je termine ce qu'il a commencé dans sa tête. Oui. Mais c'est la vérité. Il faut assumer. Alors, monsieur, nous sommes à une étape très importante de la vie de la nation. Actuellement, c'est la révision de la liste électorale. Et cette liste électorale suscite beaucoup d'interrogations. Ça fait débat. On a l'opposition qui demande que la liste soit auditée. On a l'opposition qui demande qu'on ait une révision annuelle de la liste électorale. Le constat que moi je fais, c'est que presque toute l'opposition, sinon toute l'opposition exprime cette requête, sauf le RHDP, le parti au pouvoir. Maître, est-ce que cela vous dit quelque chose? Monsieur, vous aurez le temps de répondre. Il n'y a pas de problème. Monsieur je l'écoute, oui. La révision de la liste électorale est enfermée dans un délai insuffisant. Nous demandons que ce délai soit prorogé pour permettre aux Ivoiriens, à tous les Ivoiriens de s'inscrire. Nous demandons que la liste électorale soit auditée, qu'elle soit expurgée de tous les virus que vous connaissez. Nous demandons des virus sur la liste. Nous demandons que la composition de la CEI n'efface pas la part belle à un seul parti, fût-il le parti au pouvoir qui développe, d'après vous, et vous avez probablement raison, ce pays, nous n'avons jamais remis ça en cause. Nous disons juste que l'environnement électoral a été à la base des échecs de notre démocratie il y a quelques années. À l'approche de nouvelles élections, il y a lieu de s'asseoir, il y a lieu de discuter, il y a lieu d'expurger la liste électorale et de faire en sorte que uniquement les forces vivent en présence sur le terrain électoral, les acteurs électoraux seuls définissent
l'orientation politique des 5 prochaines années. Alors, maître, comment vous comprenez le fait que le RHDP ne s'associe pas aux partis politiques de l'opposition pour demander à la CEI de faire l'audit de la liste électorale? C'est à M. Lansana de répondre à cette question. Je n'y répondrai pas à sa place. Ah bon, parce que c'est... Monsieur Lansana, oui. Pourquoi au RHDP, on ne vous entend pas sur ces questions? Mais au RHDP, nous sommes assez responsables. Hein. Nous, on a une lecture globale de la situation de la liste électorale avant même que nous soyons au pouvoir. Ça a toujours été la revendication. Lorsque nous étions dans l'opposition, on a aussi revendiqué. N'oublions pas qu'en 2000, enfin, je veux dire en 1995, déjà, le FPI de Laurent Gbagbo et le RDR du président Alassane Ouattara, notamment, je veux dire, Jenny Kobina, qui était le président du RDR en son temps, le secrétaire général, parce qu'il n'y avait pas de poste de président, c'était le secrétaire général. Les deux partis se sont mis ensemble pour créer ce qu'on appelle le Front républicain. C'est le PDCI qui était au pouvoir. C'est des hautes luttes que nous avons obtenues en son temps. Le vote à 18 ans. Sinon, il fallait avoir 21 ans révolus. C'est ensemble que nous avons obtenu le bulletin unique. C'est ensemble que nous avons écrit les textes fondateurs de l'organe qui doit gérer les élections de façon indépendante. Donc c'est un combat qui a été mené. Et aujourd'hui, peut-être qu'il faut passer à une autre phase. Mais toujours est-il que le RDR est resté longtemps dans l'opposition avant de rejoindre le PDCI, le MFA et l'UDPCI pour former cette alliance politique qu'on appelle. Je réponds. Pourquoi vous ne vous associez pas aux partis politiques de l'opposition? Si tant est que pour vous, au RHDP, la CEI est un organe électoral indépendant, je vous donne l'explication. L'opposition est dans son rôle de toujours revendiquer. Vous n'avez pas l'air de nous reconnaître. Nous n'allons pas rentrer dans le jeu de l'opposition, parce que l'opposition fait son travail, le parti au pouvoir fait son travail. Nous, on a des priorités, ce n'est pas ça la priorité. Ok. Au jour d'aujourd'hui, j'arrive au jour d'aujourd'hui, moi, le dimanche dernier, le ministre Touré Mamadou est venu à Niamey pour un dialogue direct avec la jeunesse. Je vous dis que ce n'était pas des bâches. C'était comme une ronde, comme ça se voit sous l'arbre à palabre. C'est pas ça ma question. Ma question est claire et nette. Non, j'explique. Je vais reprendre ma question pour vous. Mais je vous dis pourquoi. Le PDCI, oui. le PPACI, oui. le COGEP, oui. presque tous les partis politiques de l'opposition, même certains acteurs de la société civile, demandent à la CEI de faire l'audit de la liste électorale. Lorsque Monsieur Khalil, lorsque le PDCI était au pouvoir, le PDCI s'est déjà joint au parti de l'opposition pour mener le combat pour l'opposition. Lorsque le FPI était au pouvoir, est-ce que le FPI s'est joint? Pourquoi voulez-vous que nous, au pouvoir, on puisse aller marcher avec des opposants? Non, c'est incohérent. Mais monsieur, calmez-vous. Nous sommes au pouvoir. Non, non, c'est pas vous de me demander de me calmer. Nous sommes au pouvoir. Non, c'est pas vous de me calmer. Nous sommes au pouvoir. Nous avons des responsabilités, pas seulement en période électorale. Nous avons des responsabilités de construire cette nation. Et vous pensez que les revendications sont normales de l'opposition, parce que c'est l'opposition, c'est pourquoi le nom opposition existe? Vous croyez que nous, on va rentrer dans ça? Est-ce que vous ne donnez pas le sentiment de minimiser la question électorale? Parce que l'opposition elle-même, là, n'est même pas convaincue de ce qu'elle dit. Vous comprenez bien? L'opposition même n'est même pas convaincue. Déjà... C'est pas que les dés sont jetés. L'opposition même n'est même pas convaincue. Même si aujourd'hui, par extraordinaire calcul, je vous jure que ce pouvoir, on devait le prendre pour donner à l'opposition. L'opposition va avoir une autre priorité que nos débats que nous, on sera dans l'opposition en train de faire. Alors, donc moi, ce que je vous dis, nous-mêmes savons que cette liste électorale a peut-être beaucoup d'insuffisances, mais nous disons... Si vous le savez... Oh, mais quand je dis insuffisance, beaucoup de personnes, au jour d'aujourd'hui, ne veulent pas être sur la liste. Mais la CEI, qui est l'organe qui est géré, c'est vrai, pas sur une fondation, sur un fondement juridique, mais qui est également géré sur un fondement des accords politiques,
Mais la CEI est assez responsable pour régler techniquement ces questions. Ce n'est pas nous, au pouvoir, ou bien nous, partis de l'opposition, qui allons aller faire ce travail à la place de la CEI. Le problème, c'est... Cubain, il est assez responsable pour traiter la question. D'accord. Le problème, c'est que la CEI... Mais non, on laisse la CEI faire son travail et nous faisons notre travail. Allez-y, maître. Le problème est que la CEI dit qu'elle n'est que exécutant et mandataire d'un gouvernement ou d'un pouvoir dont elle tient... C'est ça les thèses de la CEI. Maître, vous êtes avocat, non, vous êtes notaire, vous êtes juriste. Vous êtes juriste. Est-ce que quand vous prenez les textes... Est-ce que quand vous prenez les textes de la CEI, est-ce que c'est ce qui est écrit dedans? Monsieur Lansina, allons-y. Laissez-le aller au bout de son argument et après vous allez réagir. Donc, vous en faites pas. La CEI dit qu'elle applique des accords bilatéraux, multilatéraux, des accords politiques, juridiques, judiciaires, et que ce n'est pas à elle de prendre des décisions. Vous êtes au courant de ça? Je ne suis pas au courant. D'accord, j'en ai fini. Vous voulez réagir? Allez-y. Je vais réagir. Maître, il est notaire, donc il est juriste, quelque part. Quand il prend les textes, parce que la CEI a un fondement juridique quand même. On peut sortir ici les textes, peut-être la prochaine fois on viendra avec les textes qui régissent le fonctionnement de la CEI. Il est écrit dedans que c'est le gouvernement qui doit imprimer le rythme de travail de la CEI. Non. Donc vous ne pouvez pas me dire... Mais ce n'est pas moi qui dis. Ce que vous dites là, moi je n'ai jamais entendu ça. Que Cubain dise que tout ce que nous faisons à la CEI nous est dicté par le gouvernement. C'est vous, c'est la première fois que j'entends ça. Alors donc, maître, M. Lansina, pour vous, ce n'est pas le gouvernement qui dicte, qui imprime le rythme de travail. C'est que le gouvernement fait. Mais vous savez que la révision de la liste électorale a été prolongée récemment et ça a été fait par décret présidentiel. Mais oui, comment justement, cela, les textes du... Laissez-moi vous répondre. C'est la question que je pose. Les textes de la CEI le disent. La CEI, avant qu'on ne passe à une autre phase, c'est la CEI qui apprécie, selon les textes qui fondent la CEI, qui apprécie ce qui doit être fait, soumis au gouvernement qui donne son accord, conformément à la Constitution et conformément au texte fondateur de la Commission électorale indépendante. Vous comprenez un peu, non? Voilà le rôle du gouvernement par rapport à la CEI. La CEI dit à telle date, nous allons faire les... Et donc, la CEI propose. Le gouvernement prend... C'est les textes qu'on respecte. Le gouvernement prend la décision et le gouvernement valide. S'il y a une prorogation, c'est la CEI qui apprécie. Les partis politiques peuvent en faire la demande. Mais auprès de la CEI, maintenant quand la CEI juge utile qu'on puisse faire une prorogation, la CEI ne prend pas elle-même de façon unilatérale la décision. Elle s'adresse au gouvernement pour demander au gouvernement d'accepter et c'est en ce moment que le gouvernement signe. C'est le texte de la CEI. Donc, si... Mais vous êtes vice-président du PDC, vous devez connaître quand même le fonctionnement juridique. Et vous êtes en plus juriste, mais ne faites pas ce que vous faites, c'est de la mauvaise foi. Je connais très bien le fonctionnement. Alors, mais pourquoi donc vous venez dire autre chose sur le plateau de télévision? Pourquoi vous êtes énervé? Je ne suis pas énervé. Bon, d'accord. Donc, je vous pose une question. Oui, allons-y. Comme c'est vous qui êtes journaliste, posez-moi la question. Il n'est pas le journaliste, peut-être que c'est... Oui, allez-y, je vous écoute. Si un candidat qui a des, on va dire, des raisons de penser que son nom ne sera pas inscrit sur la liste de départ des candidatures, demande à être inscrit sur la liste, c'est la CEI qui va en juger? C'est la CEI porte un jugement selon les éléments qu'il a sous la main. Si sur le plan judiciaire, on dit que maître ne doit pas être sur la liste et que c'est prouvé par un acte, mais la CEI se conforme à l'acte. D'accord. Alors, monsieur, on parle de paix. Qui dit paix dit aussi sécurité. Nous sommes frontaliers à des pays comme le Burkina, le Niger, le Mali, qui font partie aujourd'hui de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. C'est des pays avec lesquels la Côte d'Ivoire n'a pas forcément de bons rapports. En termes sécuritaires, qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce qu'on peut dire pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, maître? Moi, tout ce que je peux espérer de mon pays, c'est qu'il ait de bons rapports avec ses voisins, avec ses alliés historiques, avec ses frères des pays voisins. C'est tout ce que
moi je peux espérer. Mais si d'aventure, comme vous affirmez, que les rapports se sont un petit peu distendus, le père fondateur de cette nation, auquel nous nous référons tous, vous et beaucoup, nous aussi, a fait du dialogue l'arme de la fabrique de la richesse de la Côte d'Ivoire. Nous espérons donc qu'il s'enclenche un dialogue avec ces pays frères pour comprendre le moteur de leurs décisions et faire en sorte que la paix soit rétablie entre nos différentes nations. Parce que quand il y a la paix chez ton voisin, tu es sûr de dormir en paix chez toi. Qui doit donner, sinon qui doit prendre l'initiative de ce dialogue dont vous parlez? Il y a des canaux diplomatiques, il y a des canaux techniques, il y a des canaux gouvernementaux. Dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle le médiateur national, parfois même international. Nous espérons que tous ces canaux qui existent en Côte d'Ivoire prennent le relais et entament des discussions. Mais je n'ai pas de doute sur le fait que cela est en train de se faire, parce que mon pays est un pays responsable. Merci. Et c'est clair que je ne suis pas témoin, mais je suppose que c'est en train d'être fait. Je suppose. Nassina? Oui, il termine bien. Sa chute vous intéresse? Oui, ça m'intéresse parce que nous sommes un pays responsable. Voyez-vous, il y a 3-4 jours de cela, il y a une jeune dame avec laquelle je travaille qui me disait « Ah, je m'en vais à Bamako rapidement pour une course. » Donc ça veut dire qu'on peut partir d'Abidjan, prendre un cas, elle ne va pas en avion, elle prend un cas et puis elle s'en va à Bamako, elle s'en va faire des courses. Je lui ai dit « Il ne faut pas durer parce que bon, tu nous étais très utile dans l'organisation de l'enrôlement sur la liste électorale. » Elle dit « Non, je ne dure pas, je vais juste pour faire des achats et je reviens. » Donc ça veut dire que il y a les allées et venues tranquilles entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est pareil entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Le Niger est un peu plus en haut, mais tout se passe bien. Si il n'y avait pas, n'est-ce pas, des démarches d'y passer, la diplomatie n'aime pas le bruit. Le bruit. Le bruit. Et vous voyez bien les Burkinabés, l'équipe nationale du Burkina qui vient jouer des matchs ici, ils sont soutenus, ils envahissent même le terrain, après on est fâché, après on dit qu'il faut laisser tomber, c'est nos frères. Et des Ivoiriens qui vont pour les supporter, je crois qu'il y a... C'est vrai qu'à un moment donné, dérive verbale, escalade verbale, à un moment donné, avait laissé transparaître qu'il va avoir une tension véritable, mais il a dit, maître, il y a quand même un lien historique entre la Côte d'Ivoire et tous ces pays-là. N'oublions pas que tous ces pays venaient à la source du Houphouët-Boigny, qui est notre père, notre grand-père à nous tous. Et nous avons tous dans nos sangs, n'est-ce pas, un peu de fouet, donc de paix, et de vivre ensemble avec tous ces pays voisins. D'accord. Alors, monsieur, pour terminer, nous allons parler de la responsabilité des acteurs politiques dans la prévention des violences et la promotion de la paix. Cela se traduit forcément par les actes et les propos. Est-ce que quand vous examinez les propos, les actes de nos hommes politiques, est-ce que vous avez cette impression, ce sentiment-là, que leurs actes, leurs propos vont dans le sens de la prévention des violences, de la promotion de la paix? Moi, sur la question, ce que je peux concéder à une certaine opposition, l'opposition dans son rôle, de critiquer. On le disait en off avant même de venir sur le plateau, et que l'opposant est l'opposé. Il ne va jamais passer la bonne peinture sur le régime en place, parce que le régime lui-même, à un moment donné, a été dans l'opposition. Il n'a pas ménagé ceux qui étaient au pouvoir, c'est des bonnes guerres. Mais il ne faut pas aller trop loin. C'est ça qui nous inquiète, parce qu'il faut quand même que nous mesurions de là où nous sommes partis. Quand vous dites qu'il ne faut pas aller trop loin, qui est allé trop loin et qu'est-ce que cette personne a dit, selon vous? Enfin, vous faites allusion à qui? Rien que en ce qui concerne la liste électorale, moi je regarde les premières personnalités. Je regarde les premières personnalités des partis politiques. Qu'est-ce qu'elles disent, ces personnalités? Je sais que Tidjane Thiam est dans une logique de paix. La liste électorale, c'est lui-même qui a été le premier en tant que
premier responsable d'un parti significatif dans ce pays, de demander une prorogation. Cela a été, on peut dire que c'est lui qui a été le premier à demander. Mais sa sortie, sa visite à Odiéné, ça fait beaucoup de débats aussi. Non, je m'en tiens à ce qui est, n'est-ce pas, positif dans les propos de Tidiane Thiam. Parce qu'il faut peut-être parfois mettre sur le compte à un moment d'un état d'âme ou bien d'une humeur, et puis on peut dire des choses qu'on ne va pas répéter. Cela ne fait pas de la personne quelqu'un qui a un langage violent. Je m'en tiens. Je sais que sur le terrain, il est lui-même partout en Côte d'Ivoire, au nord, à l'ouest, à l'est, en train de motiver ses militants à aller se faire inscrire sur la liste électorale. C'est un acte républicain, c'est un acte patriotique. Et c'est ce qu'il faut saluer. Mais par contre, il y en a qui disent, si notre champion n'est pas sur la liste électorale, il n'aura pas d'élection. Bon, quand c'est comme ça, là, c'est à ceux-là qu'il faut s'adresser, c'est à ceux-là qu'il faut parler, afin de les amener à tenir un langage responsable. Parce que ce que nous disons tout à l'heure quand j'ai parlé du Rwanda, ce n'est pas un exemple à citer. Mais je veux dire que la révolte des populations part toujours d'une phrase dite quelque part par un leader. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis sur ce plateau en train de vous parler. Tous ceux qui sont RADP ou bien qui sont des sympathisants du président Ouattara ou bien qui même aiment ma personne sont assis en train de me regarder. D'accord. Si je tiens un propos qui peut les amener à se révolter, mais ils vont se révolter. Tout comme Maître, qui est quand même vice-président du PDCI, tout ce qu'il dit n'engage pas que sa personne, ça engage tous les militants du PDCI. Donc ce qu'il dira, on pourrait dire que ça vient du président. Donc nous qui venons parler, généralement c'est nous qui parlons, les présidents parlent très rarement. Nous qui venons parler, il faut qu'on ait des propos très mesurés afin d'amener les gens à comprendre que en fait l'élection là c'est un jeu électoral. On peut gagner, on peut perdre, mais la vie ne s'arrête pas là. D'accord, c'est noté. Alors maître, quand vous écoutez les discours, les propos qui sont tenus par les tenants du pouvoir, est-ce que ça vous rassure quant à un climat de paix pour cette présidentielle en 2025? Écoutez, je voudrais saluer mon contradicteur pour ce nouveau propos qui me rassure sur son état d'esprit finalement, puisque tout à l'heure il était un petit peu chauffé à bloc et ça m'inquiétait un peu. Non, il ne faut pas t'inquiéter. La Côte d'Ivoire est un pays de paix et de dialogue. Et grâce à l'Intelligente TV, nous sommes là aujourd'hui pour parler de la paix. Merci pour les propos que vous avez tenus au sujet du président du PDC-RDA, mon patron Tidiane Thiam, qui est un homme véritablement rompu à la culture de la paix et qui souhaite accéder au pouvoir par les mécanismes uniquement démocratiques, par la persuasion, par l'invitation des Ivoiriens à prendre conscience de leur apport. Voilà pourquoi vous nous voyez sur tous les terrains. Nous sommes, comme vous avez dit, à l'est, à l'ouest, au centre, au sud. Nous sommes à l'étranger, en Europe, en Asie, aux États-Unis. Partout se trouvent des Ivoiriens susceptibles de compter. Nous allons les chercher pour leur demander de compter pour leur pays. Alors, merci beaucoup à vous, parce que c'est ça, Tidiane Thiam. Néanmoins, nous pensons que tous les partis devaient s'engager dans ce créneau, y compris le parti au pouvoir. Ce n'est pas le cas pour le parti au pouvoir. Y compris le parti au pouvoir n'est pas dans ce créneau-là. Parce que nous faisons un peu la différence entre le gouvernement, qui est un gouvernement ivoirien, le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, ou qui aurait dû l'être, qui l'est, et le parti au pouvoir qui soutient le gouvernement. Oui. Sur cette base-là, nous invitons ce parti à faire comme nous, c'est-à-dire à accepter le dialogue, à accepter de corriger ce qui peut paraître comme un manquement. Le dire, ça n'est pas provoquer le désarroi
le désespoir. Non, le dire, c'est jouer son rôle d'opposant. Vous avez dit tout à l'heure que l'opposition doit systématiquement critiquer. Non, monsieur. Mais lorsque vous entendez nous sommes dans l'opposition, certains militants du RHDP mais nous pensons dire que 2025, c'est un coup KO, il n'y a pas match, il n'y a personne en face. C'est de bonne guerre. Qu'est-ce que ces propos-là vous inspirent? Ça, c'est des propos, comme il dit, c'est de bonne guerre. Je veux dire, c'est l'ambiance, c'est l'environnement électoral. Ça, ce n'est pas un problème. Les problèmes de fond, aujourd'hui, j'insiste, du début à la fin de votre émission, sur la commission électorale indépendante. D'accord. La commission électorale indépendante qui a été beaucoup au cœur de cette émission, on va dire c'est de bonne guerre puisque nous sommes dans une période électorale. Nous sommes à 11 mois seulement de la présidentielle de 2025. Alors, nous allons faire un dernier tour de table avant de conclure ce débat. Lassina, qu'est-ce qu'on doit retenir selon vous de ce qui est de la paix en Côte d'Ivoire à l'approche de la présidentielle en 2025? Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les Ivoiriens, et toutes tendances confondues, toutes les religions confondues, ont fait beaucoup d'efforts. Tous ces Ivoiriens ont fait beaucoup d'efforts parce que à un moment donné, les syndicats, les organisations syndicales ont dit non, nous, on veut désormais discuter. Ça, c'est fait preuve de patriotisme. C'est un acte républicain qui est de dire on ne veut pas que notre pays s'embrase. Ils acceptent d'aller chaque fois à la discussion. Donc, c'est toutes les composantes, n'est-ce pas, de la société ivoirienne qui ont fait des efforts pour que nous puissions, de 2020 à ce jour, connaître cet environnement de paix, de calme et de stabilité. Et il faut déjà saluer ça. Et c'est ce qui a favorisé, n'est-ce pas, le bon qualitatif en termes de développement, en termes d'attractivité pour les investisseurs qui sont arrivés très nombreux en Côte d'Ivoire. Il faut capitaliser ça, il faut renforcer cela. Ensuite, il y a un processus électoral qui a démarré avec la révision de la liste électorale. Faisons comme tout le monde, faisons en tout cas comme le RADP, faisons comme le PDCI, j'insiste là-dessus, pour sortir nos populations, aller se faire inscrire. Vous me permettrez de faire un petit clin d'œil au ministre Touré Mamadou, qui a eu un dialogue direct avec les jeunes gens le dimanche dernier. Il fallait être là, c'était émouvant de voir le ministre poser directement la question à 2, 3 jeunes. Tu es sur la liste électorale? Non, je ne suis pas. Tu as quel âge? J'ai 26 ans. Mais pourquoi tu ne t'es pas fait inscrire? Parce que vraiment, affaire de politique, là, je ne suis pas dedans. Parce que vous, les politiciens, là, vous dites ceci, vous dites cela. Vous voyez un peu l'état d'esprit dans lequel nos jeunes sont aujourd'hui. Et c'est ce qui fait la difficulté pour qu'ils s'inscrivent sur la liste électorale. Et il y en a qui ont dit, je suis déçu, mais je n'irai pas voter. Donc, il faut une reconversion des mentalités et les hommes politiques, on doit le faire. Et puis ensuite, à la fin, il est d'accord avec moi que nous sommes tous sortis des entrailles de la paix, parce que autant que nous sommes, chacun de nous, qui sommes nés avant l'indépendance ou juste après l'indépendance, on a grandi dans un environnement de paix. Il faut préserver cette paix-là. Et les premiers à embraser la situation, c'est nous les acteurs politiques. Il faut qu'on ait ce bon ton, comme le disait jadis un des leaders de ce pays qui n'est plus. Il faut avoir le bon ton, parler calmement. Si ça ne va pas, on peut s'appeler parce que nous sommes des frères, quoi qu'on dise, hein, et on s'appelle. Est-ce qu'il ne serait pas bon qu'on se retrouve pour nous asseoir, pour discuter en dehors des caméras, pour essayer de trouver ce qui est bon? Parce que si la Côte d'Ivoire va bien, nous tous, nous allons aller bien avec merci pour ce message de paix. Maître, vous allez aussi vous inscrire dans cette dynamique forcément, parce que vous avez un message de paix, parce que vous êtes un homme de paix. Merci beaucoup. Je suis à votre émission en tant que citoyen de mon pays et c'est à ce titre que je vais m'adresser aux populations, quand bien même je serai un des vice-présidents du PDCRDA, inspecteur du parti, membre du bureau politique et haut conseiller du parti dans le district du Go-Djibois. Je mets tous ces titres qui sont internes à notre parti politique pour m'adresser aux populations en tant que citoyen dans la lignée de mon frère, Lassina.
chers frères, chères sœurs ivoiriens, de toute région, de toute obédience confondue. La paix, disait Félix Houphouët-Boigny, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Dans ce qui nous préoccupe aujourd'hui, dans ce qui nous regarde aujourd'hui, c'est notre présence dans les rendez-vous électoraux qui vont favoriser et définir le contexte pacifique ou non de notre pays. Alors, nous vous invitons, femmes, jeunes, hommes, à vous mobiliser massivement dans les bureaux de recensement, de révision de la liste électorale, et faire en sorte de vérifier que cette liste électorale est intègre. Dès lors que vous constatez des défaillances, c'est-à-dire votre nom n'y figure pas alors que vous avez fait les compliances nécessaires, soit on ne vous a pas délivré votre carte d'identité nationale pour vous permettre d'y figurer, ne restez pas chez vous. N'attendez pas qu'on vienne vous donner 10 000, 5 000 pour le faire. Levez-vous comme demandent les acteurs politiques ivoiriens de tous bords confondus et rendez-vous massivement dans les bureaux de révision de la liste électorale. Car votre voix est le vecteur de la décision positive qui va gouverner ce pays dans quelques années. D'accord. La paix est à ce prix. Votre paix personnelle en tant qu'individu, en tant qu'Ivoirien, est à ce prix parce que si le pays progresse, vous allez avoir du travail. Si le pays progresse dans la paix, vous allez avoir une certaine quiétude qui va vous permettre de voyager, de vous marier, de vivre tranquillement, de vous soigner. Alors, votre bulletin de vote, c'est essentiel à la paix dans ce pays. Au pouvoir en place et à la CEI notamment. Je demanderais de ne pas se mélanger. Parce que la commission électorale indépendante est un instrument qui a été voulu de toutes ses forces par les Ivoiriens. Indépendance de cette commission. Alors, je demande ardemment au pouvoir en place de réduire son impact, son influence sur cette commission électorale. Les commissaires centraux, généraux, locaux, sont tous du parti au pouvoir, quasiment. Il faut changer cette donne. Ça, c'est pas notre faute. Il faut l'améliorer. C'est l'élection. Et faire en sorte... On ne va pas relancer le débat que, parce que à ce niveau-là, c'est les élections. Hein. Les élections... Oui, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer que les élections... C'est les élections. Se passent dans un climat de paix et de tranquillité. Je voudrais ici saluer le président de la République. Un homme qui s'est dévoué à son pays depuis toutes ces années. Depuis, je dis bien toutes ces années. Je ne me limite pas seulement aux 15 dernières années. Parce que c'est par amour qu'il donne, qu'il se donne. D'accord, ne l'oublions pas. Nous sommes, je voudrais on a un impératif de fort de cet amour qu'il a pour les Ivoiriens. Il est à la tribune. Hein. Je voudrais que fort de cet amour qu'il a pour les Ivoiriens, il écoute et entende la voix des sans-voix, la voix de ceux dont le vote est brimé, la voix de ceux dont l'expression est enfermée, et que le président ouvre le dialogue véritablement sur les sujets d'intérêt sociaux. Merci beaucoup, Maître Zéori Bertin. Merci. Paul Arnaud, merci d'avoir été sur ce plateau. Merci beaucoup, Massina Karamoko. Merci à tous les deux d'être venus pour débattre de cette question importante qui concerne la vie de la nation de la Côte d'Ivoire. Demain, donc, c'est le 15 novembre, journée nationale de la paix. Vous l'avez répété sans cesse tout au long de cette émission, ce débat. Cette citation du père fondateur de la Côte d'Ivoire, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Nous invitons tous les Ivoiriens à se comporter comme de vrais partisans
de la paix. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. À très bientôt. Numéro. Merci. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup.